Vous avez franchi l'horizon des événements avec John Michael Gaudier. Musique. Dans cet épisode d'aujourd'hui, John reçoit le professeur Avi Loeb. Avi Loeb occupe la chaire Frank Bird Jr. en sciences à l'université Harvard, il dirige le département d'astronomie de Harvard, il est le fondateur de l'initiative sur les trous noirs de Harvard, et il pilote l'Institut de théorie et de calcul au sein du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian. Il préside également le comité consultatif pour l'initiative Breakthrough Starshot. Il exerce les fonctions de directeur scientifique théorique pour toutes les activités de la Fondation Breakthrough Prize, et il copréside le conseil sur la physique et l'astronomie de la National Academy of Sciences. Auteur de 4 ouvrages et de plus de 700 articles scientifiques, il est membre élu de l'Académie américaine des arts et des sciences, de la Société américaine de physique et de l'Académie internationale d'astronautique. En 2012, le magazine Time l'a classé parmi les 25 personnalités les plus influentes dans le domaine spatial. Dr Avi Loeb, bienvenue de retour dans l'émission. Merci de m'inviter. C'est un réel plaisir. Dr Loeb, nous avons maintenant un nouvel objet interstellaire, I3 Atlas. Et bien sûr, il y a beaucoup de mystères qui l'entourent, de fascination, et tant de choses à découvrir. Tant à explorer avec cet objet. Mais l'un d'eux, eh bien, vous savez, c'est typique de la science. La science est passionnante car elle offre la chance d'apprendre des nouveautés. Et malheureusement, de nombreux chercheurs préfèrent s'appuyer sur leurs connaissances existantes pour décrypter les données inédites. Vous savez, ce qui m'intrigue le plus, j'aimerais avoir votre avis là-dessus avant d'aborder ce qui m'intéresse vraiment, à savoir l'idée d'aller l'intercepter. Mais avant cela, concernant l'âge de cet objet, déduit de sa vélocité et de son trajet, qui est bien supérieure à celle d'Oumuamua et de Borisov, ce qui, dans un cadre classique, suggère qu'il est extrêmement ancien, que ce soit la matière qu'il représente ou sa composition, datant d'environ 7 milliards d'années. Partagez-vous cette analyse basée sur la vitesse de cet objet? Eh bien, j'ai rédigé un article avec mon étudiant de licence sur ce sujet, et nous avons démontré que si l'on prolonge la trajectoire de 3i Atlas, l'objet interstellaire repéré le 1er juillet 2025, en remontant le temps, on constate que son chemin dans la Voie lactée traverse les altitudes au-dessus du plan équatorial galactique typique des étoiles âgées. Il s'inscrit donc dans le disque épais d'étoiles. Si l'on poursuit cette trajectoire sur des milliards d'années en arrière, on peut en conclure qu'il pourrait provenir d'une étoile ancienne. Ce n'est pas une mesure directe de l'âge. C'est simplement que la vitesse de cet objet cadre avec celle du disque épais d'étoiles de la Voie lactée. Mais envisagez qu'il ait été éjecté par un autre phénomène. Par exemple, comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe final de notre papier avec mon étudiant Chuk-Krous-Kakarov, tout objet de ce type, s'il a été généré près d'une étoile, indépendamment du processus qui l'a propulsé, était lié à une vitesse d'éjection initiale. Donc, quand on affirme que la vitesse élevée l'associe au disque épais d'étoiles, cela occulte la vitesse d'éjection. Si vous l'aviez lancé d'une étoile jeune à grande vitesse, il ressemblerait exactement à 3i Atlas. Ainsi, quand des experts déclarent aux médias que cet objet est ancien, ils présument que la vitesse d'éjection était faible par rapport à celle qu'on observe, ce qui implique qu'il a hérité d'une vélocité élevée, courante chez les étoiles vieilles. Mais ce n'est pas une détermination d'âge, et cela repose sur l'hypothèse d'une faible vitesse d'éjection. Il faut s'en souvenir, sans oublier la possibilité qu'il ne s'agisse pas d'un objet naturel, ce dont nous discuterons bientôt. Oh, nous en parlerons. Mais revenons sur l'âge. Juste parce qu'un truc file à toute allure, cela remet en cause l'interprétation presque classique du mouvement des corps célestes, à savoir que sa rapidité provient d'une accélération héritée, et donc, comme il va vite et qu'il a vagabondé dans la galaxie pendant des lustres, influencé par toutes les attractions gravitationnelles, cette vitesse indiquerait un âge avancé. Mais non, pas forcément, car si vous êtes dans une voiture de course à l'indice 5 cents ou équivalent, elle roule vite, mais grâce à sa propre puissance, pas à son ancienneté. Elle sort probablement d'usine, toute neuve, non? C'est une perspective valide. Mais imaginez aussi que la voiture dispose d'un système d'éjection qui vous propulse hors du véhicule à grande vitesse. Même si la voiture est immobile, comment distinguer, d'après votre propre vitesse une fois éjectée, si elle résulte du mécanisme d'éjection ou de celle de la voiture? La seule manière d'affirmer qu'il doit être ancien, c'est en supposant que la vitesse d'éjection de l'étoile d'origine était négligeable face aux 60 km par seconde avec lesquels il est entré dans le système solaire. Mais nous l'ignorons. Pourrait-on avoir un scénario dynamique bizarre, comme un système binaire d'étoiles, pour si un mécanisme pouvait projeter des objets à des vitesses bien plus élevées que ce qu'on imagine ici? Oh, absolument. En fait, j'ai rédigé un article scientifique, revu par des pairs et publié, qui propose que l'éjection la plus probable d'objets interstellaires se fasse à une telle allure. Le processus est d'une simplicité remarquable. Les étoiles les plus répandues sont les naines. Elles possèdent environ 1/10 de la masse du Soleil et un volume 10 fois plus petit. Du coup, elles sont extrêmement denses,
car la densité moyenne d'une étoile résulte de sa masse divisée par son volume. Ce dernier varie comme le cube de la taille. Or, avec une taille 1/10 de celle du Soleil, la densité des étoiles les plus courantes est 100 fois supérieure à celle du Soleil en moyenne. Et figurez-vous que cette densité solaire se situe juste en deçà de celle des roches. Si vous approchez la Terre du Soleil, la force de marée gravitationnelle ne parviendra pas à la désintégrer avant qu'elle ne s'y engouffre. Par contre, si vous l'amenez près d'une naine, la plus fréquente, la densité élevée de l'étoile fait que, à proximité de sa surface, la marée gravitationnelle surpasse la gravité intrinsèque de la planète. Résultat, la Terre se transforme en un filament de roches fondues, un phénomène baptisé événement de disruption tidale. La moitié de sa masse, dans ce jet de matière étirée, sera propulsée dans l'espace interstellaire. Dès que j'ai compris que ce processus pouvait opérer, j'ai vite évalué la vitesse d'éjection attendue. Et voilà, pour une étoile naine typique et une planète de type terrestre soumise à cette disruption près d'elle, la moitié de la masse planétaire est lancée à. Devinez quoi? 60 km par seconde, précisément cette valeur. J'ai écrit cet article en lien avec un météore interstellaire détecté par les satellites du gouvernement américain en 2014. Celui-ci filait à environ 60 km par seconde par rapport au repos standard local de la Voie lactée. Je cherchais un mécanisme naturel pour expliquer une telle rapidité, et ce scénario est tout à fait crédible, vu qu'il repose sur les étoiles les plus communes et qu'il suffit d'envoyer du matériau rocheux près de l'étoile. Comment y parvenir? Eh bien, avec une géante gazeuse comme Jupiter qui donne un coup de pouce gravitationnel à un rocher vers l'étoile. Cela arrive grâce à un processus qui accroît l'excentricité d'une planète intérieure, grâce à la présence d'une géante extérieure à son orbite. Ce mécanisme rapproche des planètes de masse terrestre des naines, et hop, des roches interstellaires à 60 km par seconde. Les astronomes, eux, diraient quoi? S'ils repèrent une telle pierre à 60 km par seconde, ils penseraient « Ah, elle vient du disque épais, elle doit être très ancienne. » Erreur, elle peut être récente et avoir été éjectée à cette vitesse. Et il faut vraiment examiner la matière, on y reviendra tout de suite. Mais d'abord, une question un peu farfelue. On connaît des étoiles avec une vitesse propre énorme, relativiste, ultra rapide, due à des interactions avec un trou noir supermassif, qui les catapulte à des vitesses folles. Quel est le maximum que vous puissiez concevoir pour un objet interstellaire? Pourrait-on en observer un bien plus rapide? Oh oui, que l'Atlas déjà véloce. Encore une fois, j'ai publié 2 articles scientifiques sur des étoiles approchant la vitesse de la lumière, après un passage près de 2 trous noirs supermassifs. Vous savez, chaque galaxie abrite un tel monstre au centre, et lors des fusions galactiques, un événement fréquent, c'est ainsi qu'elles grossissent, ça se produit. Tous les, disons, une fraction notable de l'âge de l'univers, il y a une fusion. La Voie lactée s'unira à Andromède, notre voisine, d'ici quelques milliards d'années. L'essentiel, c'est que lors d'une telle union, les trous noirs centraux se rapprochent et forment un duo qui se resserre par friction dynamique sur les étoiles et le gaz environnant. Finalement, ils pourraient se frôler. Les étoiles prises entre eux risquent d'être éjectées à une vitesse approchant celle de la lumière, si le couple est assez serré. Dans 2 papiers publiés il y a une dizaine d'années, j'ai calculé ce qu'on attendrait pour la population d'étoiles relativistes dans l'univers. Car ces étoiles s'échappent forcément de leur galaxie haute et envahissent le milieu intergalactique, cet espace entre les galaxies. Il existe donc une cohorte d'étoiles filant jusqu'à la vitesse de la lumière. Si vous pouviez y croire, en ce moment même, les ondes gravitationnelles traversent l'univers, issues des fusions de trous noirs au cœur des galaxies. J'ai estimé la densité de ces phénomènes, combien en attendons-nous par volume d'espace, et j'en ai déduit qu'il serait extrêmement ardu de les repérer, car même une étoile isolée, si brillante soit-elle, reste invisible à des distances intergalactiques. Mais imaginez vivre sur une planète orbitant près d'une telle étoile, et être éjecté avec elle à une vitesse approchant celle de la lumière. Ce serait un voyage époustouflant à travers le cosmos, puisque vous traverseriez votre propre galaxie en quelques dizaines de milliers d'années seulement, avant d'atteindre l'espace intergalactique, où d'autres galaxies se dessineraient sur votre trajectoire. C'est, à mon avis, la manière la plus fabuleuse d'entreprendre un périple quasi-luminique. Fabriquer une navette spatiale capable d'une telle allure relève de l'impossible, mais la nature s'en charge pour les étoiles trop proches d'un système binaire de trous noirs. Docteur Globe, ce qui me vient à l'esprit, c'est un scénario franchement apocalyptique lorsque 2 galaxies comme Andromède et la Voie lactée se télescopent et que leurs trous noirs supermassifs se rapprochent. Dans un système d'étoiles doubles très serré, elles s'approprient mutuellement leur énergie, leur gaz, et se déforment en ellipsoïdes l'une vers l'autre. Est-ce possible avec l'horizon des événements d'un trou noir supermassif? Quand 2 d'entre eux se trouvent côte à côte, s'attirant réciproquement, leur horizon peut-il rester une sphère parfaite? Absolument. Ils se déforment, puis les 2 horizons fusionnent finalement,
formant une surface totale plus étendue que la somme des surfaces initiales des deux. Ce principe, selon lequel les fusions de trous noirs augmentent l'aire totale au-delà de la somme des aires originales, a été établi par Stephen Hawking dans les années 1960. Sur la base de ce théorème qu'il avait formulé, Jacob Bekenstein, doctorant à Princeton à l'époque, a proposé que les trous noirs possèdent peut-être une entropie, car cela évoquait pour lui le second principe de la thermodynamique, où l'entropie ne cesse de croître. Son directeur de thèse, John Wheeler, a jugé l'idée assez folle pour être juste, et Stephen Hawking, apprenant cette hypothèse de Bekenstein, l'a d'abord rejetée comme absurde, jurant de la réfuter. Il s'est alors lancé dans des calculs quantiques pour prouver que les trous noirs n'ont pas d'entropie. Mais ces résultats l'ont convaincu du contraire. Ils en ont bel et bien, ce qui implique une température. Dotés d'entropie et de température, ils émettent un rayonnement. En perdant de la masse ou de l'énergie, ils rapetissent et s'évaporent de plus en plus vite, jusqu'à exploser et s'évanouir. Ce phénomène, baptisé rayonnement de Hawking, représente la découverte scientifique majeure de Stephen Hawking. Pour les trous noirs astrophysiques, le délai d'évaporation est infime comparé à l'âge de l'univers, bien plus long, en fait. Seuls ceux qui pourraient s'évaporer en ce laps de temps cosmique ont une masse inférieure à 3 fois celle d'Oumuamua, l'objet interstellaire récemment détecté. Il faut une masse autour de quelques 10-14 grammes, soit celle d'un astéroïde de moins d'1 kilomètre de diamètre. Si de tels trous noirs primordiaux, nés du Big Bang, existaient, ils manifesteraient l'évaporation de Hawking. Les astronomes ont scruté le ciel pour capter tout rayonnement issu d'explosions de trous noirs. Rien pour l'instant. Néanmoins, la matière noire pourrait consister en trous noirs primordiaux plus lourds que cette limite, qui persistent sans s'être dissipés, tout en continuant leur évaporation. On pourrait ainsi traquer leur rayonnement. Pour vous donner une idée, une température de Hawking équivalente à celle de la surface du Soleil correspond à un trou noir de masse lunaire approximativement, avec une luminosité d'une dizaine de nanowatts seulement, infime. En rétrécissant l'objet, la brillance s'accroît, menant à une explosion en flash gamma, mais aucun tel événement n'a été observé. Même si la matière noire provenait de ces primordiaux, aucune trace n'apparaît, et une fenêtre reste ouverte pour des masses astéroïdales. Rien ne les exclut des données actuelles. Il est donc envisageable que la matière noire soit composée de tels trous noirs primordiaux, et qu'un jour, nous percevions leur rayonnement de Hawking. Ce serait une explication d'une élégance rare au mystère de la matière noire, plutôt qu'une particule inconnue ou quelque chose d'inexplicable. En effet, le discours commence à partir dans des directions de plus en plus audacieuses, mais au moins. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. En théorie, c'est une solution d'une simplicité remarquable. Le vrai défi, c'est de les fabriquer. Et pour cela, il faut qu'elles apparaissent au sein de l'horizon cosmique, très tôt dans l'histoire de l'univers. Vous savez, cet horizon représente la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. En remontant le temps, l'âge de l'univers rétrécit de plus en plus jusqu'à approcher le Big Bang. Si, dans le volume lié à cet horizon cosmique, la densité de masse ou d'énergie due au rayonnement dépasse une valeur critique, cette zone s'effondrerait sur elle-même pour former un trou noir. Mais pour l'instant, toutes les observations montrent que les inhomogénéités présentes dans l'univers primordial n'atteignaient qu'un niveau d'une partie sur 100 000. Pour que des trous noirs primordiaux se forment, il faudrait amplifier ces fluctuations jusqu'à un ordre de grandeur d'unité. Or, une telle amplification n'est pas du tout aisée à orchestrer. On ne peut pas la rendre trop simple, sous peine de transformer l'ensemble de la matière de l'univers en ces trous noirs primordiaux, ce que nous n'observons pas. Après tout, nous savons que le fond diffus cosmologique en micro-ondes dominait le bilan de masse au début de l'univers. L'idée est donc de ne convertir qu'une infime fraction de ce rayonnement en trou noir. Cela pose alors un problème de réglage fin. Comment organiser un mécanisme qui produise précisément la quantité de matière noire requise, sans en générer excessivement? Ce n'est pas une mince affaire. Nous ignorons tout processus capable d'y parvenir. C'est pourquoi je soutiens que l'hypothèse d'une particule élémentaire comme composante de la matière noire reste plus convaincante. Donc, une particule massive à interaction faible, en gros un WIMP. C'était déjà la vision dominante quand j'ai entamé mes études en astrophysique il y a 40 ans. La matière noire pourrait être une particule massive à interaction faible, et plus précisément la plus légère des particules supersymétriques. La supersymétrie, cette nouvelle symétrie de la nature qui a été proposée, semblait si évidente. Divers concepts autour d'elle ont valu à leurs auteurs des honneurs, des prix et une reconnaissance générale. Tout le monde opinait, oui, elle existe sans doute, et la matière noire est cette particule supersymétrique la plus légère, stable car elle ne peut se désintégrer en rien d'autre. Puis le grand collisionneur de hadrons, LHC, a cherché la supersymétrie dans sa plage de paramètres naturels, sans rien trouver. Pas trace de matière noire non plus, aucune particule détectée ne pouvait l'expliquer. C'est un principe fondamental de la science qu'il faut bien saisir.
Peu importe l'opinion dominante dans le courant principal, ce dernier se trompe souvent. La seule manière de trancher, c'est en accumulant des données pour tester nos théories. Ça paraît évident, une simple question de bon sens. Bien sûr, les données valident nos idées, car le spectre des possibilités dépasse de loin la réalité unique de la nature. J'aurais pu avoir $1 trillion en banque, ou 1 milliard, ou n'importe quelle somme, mais j'en ai une précise, et je dois adapter ma vie en conséquence. De même, la supersymétrie aurait pu exister dans sa plage naturelle, mais la réalité n'est pas obligée de suivre cette symétrie. Peu importe le nombre de likes qu'une idée récolte sur les réseaux ou dans les cercles scientifiques établis. C'est la guillotine des expériences qui tranche la tête des concepts qui ne collent pas à la nature, et cela mérite le plus grand respect. Pourquoi dis-je « mérite » ? Parce que, depuis 40 ans, depuis mes débuts en astrophysique, le courant principal de la physique des particules théoriques a misé gros sur la théorie des cordes, avec ses dimensions supplémentaires pour unifier mécanique quantique et gravité en suivant les équations. Après 40 ans, ces calculs n'ont pas abouti à une théorie unique aux prédictions testables expérimentalement. Cela va à l'encontre même de l'essence de la science, où les idées se confrontent aux expériences. Sans test possible, on ne sait pas si c'est vrai, et on tâtonne dans le noir. On peut passer 40 ans sur une idée mathématique pour prouver son intelligence. C'est un peu comme des acrobaties intellectuelles. Mais pour percer les secrets de la nature, il faut entrer en contact avec les données expérimentales. Sans cela, ce n'est que des maths, pas de la physique. Ça me fait penser, en parlant de réviser ses a priori et de ses révisions. Prenez l'univers stationnaire. Il y avait des physiciens qui y ont consacré toute leur carrière, basée sur le modèle d'univers stationnaire. Et je pense que certains, comme Fred Hoyle, n'ont jamais abandonné cette idée, et ils ont continué à la défendre jusqu'au bout, en affirmant qu'il n'y avait pas eu de grand boom. Ouais. Et maintenant, il est évident que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Et il est crucial de savoir reconnaître quand les observations contredisent ta théorie, et de la revoir en conséquence. C'était l'erreur majeure du Vatican, vous savez. Quand Galilée a pointé son télescope et déclaré « Eh bien, je vois ces lunes autour de Jupiter, ce qui montre que tout ne tourne pas autour de la Terre. » Le Vatican a répondu « On ne veut pas t'entendre. On ne veut pas que le public t'entende. On te met en résidence surveillée. » Au lieu de ça, s'ils avaient dit « D'accord, c'est ce que tu prétends, mais on va construire un meilleur télescope, observer le ciel et te démontrer que tu as tort. » S'ils avaient adopté cette approche, en affirmant que tu te trompes et en le prouvant par des données plus solides, ils auraient corrigé le tir très vite. Mais non, 350 ans après la mort de Galilée, en 1992, ils ont enfin admis qu'il avait raison. C'était humiliant, surtout 20 ans après que les humains aient posé le pied sur la Lune. Ils ne pouvaient plus nier que, vu de loin, depuis un vaisseau spatial, la Terre orbite autour du Soleil. Et quelle est la morale de cette histoire ? Une fois que les preuves sont assez solides, il faut savoir reculer. La meilleure façon de trancher entre idées justes et fausses n'est pas de faire des maths sophistiquées pour appuyer ton point ou de te vanter d'être un génie. La nature ne respecte pas ça. Vous savez, la Terre tourne autour du Soleil depuis 4,5 milliards d'années, bien avant l'existence du Vatican, et elle a continué après qu'ils aient rejeté Galilée. Peu importe ce que les humains racontent sur Terre. Ils peuvent s'auto-tromper. Ils peuvent se croire les plus intelligents de l'univers, alors qu'ils ont un voisin plus futé qu'eux. Ils peuvent ignorer cette option, et ça devient une prophétie qui se réalise. Si tu ne cherches pas les faits, tu ne te contrediras jamais. C'était la tactique du Vatican à l'époque de Galilée, mais ce n'est pas viable à long terme, car d'autres finiront par obtenir plus de données. Les humains vont dans l'espace et voient que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, qu'est-ce que tu prouves ? En 1992, ils ont dû admettre « J'avais tort, Galilée avait raison ». En gros, tu retardes juste le moment où l'humanité progresse dans sa compréhension de l'environnement physique. Vous savez, on a soit un voisin intelligent comme nous, ou même plus avancé, soit on n'en a pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on se dit en famille à la maison. On peut se moquer de l'idée d'avoir des voisins. On peut regarder les maisons sur la rue et prétendre qu'elles abritent seulement des microbes. C'est un peu l'avis dominant en astronomie aujourd'hui. La priorité absolue, c'est de construire le prochain télescope spatial de génération, l'Observatoire des mondes habitables, qui traquera les signatures moléculaires de microbes pour un coût dépassant les 10 milliards de dollars. Par contre, aucune priorité pour financer la recherche d'êtres intelligents là-dehors. L'argument, c'est d'imaginer que ces demeures cosmiques, analogues au système Terre-Soleil, il y en a des milliards rien que dans la Voie lactée. Et ces milliards de maisons ne contiendraient que des microbes. On n'en sait rien. C'est une affirmation extraordinaire de supposer que des entités comme nous vivent là-dedans, donc on devrait miser sur la recherche de microbes, car ils sont sûrement bien plus nombreux. Mais bonne chance si tu veux scruter par la fenêtre pour repérer des microbes dans les autres baraques de la rue. C'est un défi colossal.
Par contre, si tu as un voisin, il pourrait frapper à ta porte, ou bâtir un truc visible dans son jardin depuis chez toi, ou t'envoyer une balle de tennis par-dessus la clôture. Ou encore, un colis atterrit dans ta boîte aux lettres. Dans tous ces cas, le signe est limpide. Même si les habitants intelligents sont bien moins courants que les microbes sur cette artère, il sera plus simple de les détecter. Tout ce que je dis, c'est qu'on devrait diversifier nos paris. C'est plus facile de repérer des êtres intelligents que des microbes. Ces derniers pourraient pulluler. Il faut lancer les deux quêtes avec un financement équivalent, car on ignore d'où viendra la trouvaille, et rester ouvert à l'idée d'une intelligence extraterrestre, parce qu'elle pourrait exister. Si on la rend taboue, on perpétue juste notre ignorance, mais ça ne change rien pour notre co-environnement SMIC. Il persistera quand même. Ma réaction en 1992 face aux excuses du Vatican à Galilée a été « Vous gérez des télescopes astronomiques de pointe et des expériences depuis un siècle. Le pape dispose de 2 coupoles d'observatoire sur son palais au château Gandolfo, et c'est seulement maintenant que vous vous y mettez. » On pourrait s'attendre à ce que, ouais. Je veux dire, on pourrait imaginer qu'ils aient été un peu plus prompts dans leurs regrets, mais ce n'est pas mon unique préoccupation. J'observe la science et je m'inquiète vraiment du fait qu'il y ait tant d'opposition à sortir des sentiers battus, à explorer des voies inhabituelles. Je soulève cela dans le cadre de la quête de vie intelligente au-delà de la Terre. Parce que, voyez-vous, quand de jeunes chercheurs, des étudiants, des scientifiques débutants voient les réactions des aînés de la communauté académique face à une discussion sur ce thème, ils hésitent à s'aventurer de ce côté-là, de peur que cela nuise à leurs chances d'emploi. Et cela étouffe l'innovation scientifique. C'est la recette idéale pour perpétuer notre ignorance. Le grand public se soucie profondément de cette question. Découvrir une autre civilisation aussi intelligente que nous, ou plus, transformerait l'avenir de l'humanité, car il pourrait détenir une physique supérieure. D'ailleurs, cela nous offrirait une voie rapide pour résoudre le puzzle de l'unification de la mécanique quantique et de la gravité. Il pourrait avoir la solution. Ça pourrait ressembler à tricher à un examen si on la obtient sans l'avoir trouvé nous-mêmes. Mais si cela nous fait gagner du temps, rappelez-vous qu'on n'a qu'un siècle de sciences modernes et de technologies depuis les découvertes de la mécanique quantique et de la relativité générale. Eux pourraient avoir eu bien plus de temps. Ils pourraient posséder des cerveaux plus vastes, leur permettant d'avancer à une vitesse bien supérieure à la nôtre. Au final, c'est une chance pour nous d'évoluer, et leur détection pourrait unir les gens, car on se sentirait tous logés à la même enseigne sur cette terre, avec d'autres là-haut, et donc pas de raison de s'entretuer pour des bouts de terrain ici-bas, vu qu'il y a tant d'espace interstellaire à disposition. C'est d'une étroitesse d'esprit, franchement. Comme des gamins qui se chamaillent dans un bac à sable, jusqu'à ce qu'un adulte arrive et qu'il s'arrête net, en se rendant compte, waouh, qu'il y a un monde au-delà de ce petit coin de terre qu'ils se disputent. Ça pourrait bien marquer le premier chapitre d'une évolution future pour l'humanité. Je le vois comme vital. Alors, tout comme le pari de Blaise Pascal, ce mathématicien et philosophe qui affirmait qu'on ignore si Dieu existe, mais que les conséquences seraient immenses s'il était là, et qu'il faut donc envisager cette hypothèse, je dis la même chose pour les extraterrestres. Les répercussions seraient colossales. On ne peut pas balayer cette option sans recueillir de données, sans respecter la méthode scientifique. Et d'ailleurs, cette méthode, souvent mal comprise non seulement par certains dans le public, mais aussi par des pros de la science en exercice, ils passent à côté de l'essentiel. Ils interdisent le débat sur certains sujets. La méthode scientifique, c'est autoriser toutes les interrogations. Poser n'importe quelle question. Imaginer n'importe quelle hypothèse. Mais pour trancher si elle colle à la réalité, il faut ramasser des données et l'invalider ou la valider. C'est comme un détective qui bosse. Pour ça, il faut des données expérimentales. Mieux vaut formuler des questions testables par des expériences. Si vous passez 40 ans à jongler avec des équations sans lien avec des tests réels, vous ne suivez pas vraiment la méthode scientifique. Vous devez vérifier si vous êtes sur la bonne voie. C'est un peu comme guider un troupeau de gens, en le menant sur un chemin en clamant que c'est le bon. Mais si c'est une impasse, parce que la nature n'a rien à voir avec votre idée ou votre direction, vous entraînez tout le monde dans l'erreur. Par contre, si vous laissez certains du groupe explorer d'autres sentiers, des routes moins empruntées, ils pourraient dénicher le vrai chemin menant à l'unification de la mécanique quantique et de la gravité. Dans le domaine scientifique, on ne devrait pas brider les questions posées en général, ni les hypothèses formulées. On devrait prioriser celles qui se prêtent à des vérifications expérimentales. Mais la méthode scientifique consiste à identifier la bonne option grâce aux données. Cela implique d'investir du temps et de l'argent pour chasser ces données. On ne peut pas déclarer que c'est une affirmation extraordinaire d'imaginer des êtres comme nous, puis refuser tout financement fédéral à la recherche d'intelligence extraterrestre. Ça n'a aucun sens, car vous n'avez pas permis à cette idée d'être réfutée. Alors, comment vous pouvez savoir que c'est extraordinaire si vous n'avez pas cherché les preuves? Comment savoir qu'il s'agit d'une affirmation exceptionnelle?
Vous l'ignorez parce que vous n'avez pas investi d'argent là-dedans. Mettons donc la même somme dans la quête de microbes et dans celle d'une intelligence extraterrestre. Et après 10 ou 20 ans, on pourra en tirer des conclusions. Sachez que si on ne découvre rien, on ne sera pas plus avancé que ces scientifiques qui défendent l'existence de la supersymétrie ou qui présentent la matière noire comme la particule supersymétrique la plus légère. C'était une erreur. On a dépensé l'argent, on n'a rien trouvé. Personne ne les accuse de quoi que ce soit. C'est comme ça que fonctionne la science. Mais affirmer que l'idée d'une entité pareille à nous, ou supérieure, quelque part dans l'univers, est une allégation farfelue sans la financer, ça me semble antiscientifique. Le souci, c'est ce biais évident. Rappelez-vous, en 1993, la NASA avait financé brièvement des recherches SETI, surtout sur les signaux radio provenant d'intelligence aliens là-haut. Ça a tourné aux politiques, un congressiste a stoppé les fonds en raillant les « petits hommes verts » et tout ce cirque, en qualifiant ça de gaspillage. Je connais l'histoire, oui, mais elle est dépassée depuis des décennies. Mon argument est clair. Chercher des signaux radio, c'est comme dire, sur la rue cosmique où je vis, il y a peut-être des voisins, alors j'attends un appel d'un d'eux. 10% de sa masse, pas une miette. Ils prétendent que ces 10% sont invisibles, alors que l'objet lui-même l'était. J'ai l'impression d'être le gamin dans le conte de Hans Christian Andersen qui crie que l'empereur est nu. Je ne vois aucune tenue. Et les grands de ce monde me répliquent, mais si, les habits sont invisibles. Et c'est la position dominante. Vous y croyez ? Les autorités scientifiques soutiennent l'existence de quelque chose d'inobservable qui en fait une comète, un corps classique bien visible. C'est comme déclarer qu'un éléphant est un zèbre sans rayures. On dirait, les rayures définissent un zèbre. Devant un animal sans, je l'appelle zèbre sans rayures. Pourquoi c'est trompeur ? Parce que, par exemple, le 2 janvier 2025, un objet proche de la Terre a été catalogué par le Centre des planètes mineures comme un astéroïde tellurique, une pierre. Mais en 24 heures, ils ont compris que sa trajectoire correspondait à celle de la Tesla Roadster lancée en 2018 par SpaceX. Ils l'ont rayé de leur liste illico. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient l'existence de cette voiture Tesla Roadster. Ce n'était pas un caillou, c'était une automobile. Mon idée, c'est que si Elon Musk n'était pas l'entrepreneur spatial le plus brillant depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, et s'il y avait des voitures interstellaires, on ne saurait pas que ce n'est pas une roche, faute d'accès à sa trajectoire de lancement. On conclurait à une comète sans queue visible ou à un rocher. Les astronomes n'hésiteraient pas. Pourtant, ce que je défends, c'est qu'il faut plus de données pour déterminer la vraie nature d'un objet. Il y a un mois, j'ai proposé une nouvelle échelle, désormais nommée échelle de Loeb. Il existe même un article à ce sujet. Dans l'archive d'astrophysique, sur cette échelle où 0 désigne un objet interstellaire naturel, on observe sa queue cométaire où on déduit sans ambiguïté qu'il s'agit d'un rocher glacé pour une raison ou une autre, et où 10 correspond à un artefact technologique évident, identifiable par ses manœuvres, un message diffusé ou des lumières artificielles émises, sans simple réflexion de la lumière solaire. J'ai aussi défini tous les niveaux intermédiaires sur cette échelle de 0 à 10. J'ai proposé que Oumuamua, l'objet dont j'ai parlé, mérite un score de 4, et il en va de même pour 3i Atla, qui obtient aussi un 4. Dès qu'on repérera une signature technologique claire, il grimpera dans le classement, mais une signature naturelle évidente le fera descendre. La science est un processus d'apprentissage, et je corrigerai mon évaluation en fonction des nouvelles données. Bien sûr, on en saura davantage sur ce nouvel objet interstellaire, 3i Atla, repéré en juillet 2025 par un télescope de 50 cm au Chili nommé Atla, qui, au passage, se trouve être un proche voisin de l'observatoire Rubin, inauguré en juin 2025. L'équipe de Rubin a d'ailleurs détecté cet objet 3i Atla quelques semaines avant l'annonce officielle de sa découverte. Ainsi, ce petit instrument a devancé le grand télescope Rubin, d'un diamètre de 8,4 mètres et équipé d'une caméra de 3,2 gigapixels, qui balayera le ciel austral tous les 4 soirs et, selon les prévisions, repérera un objet interstellaire tous les quelques mois. Cela inaugure une ère inédite où nous croiserons de nombreux objets interstellaires, une bonne cinquantaine d'ici la fin de la décennie. On pourra alors se demander quel est le score de chacun sur l'échelle de Loeb, de 0 à 10. Si l'un d'eux s'avère technologique, ce serait d'une immense portée, car s'il s'agit d'un appareil opérationnel, la question se pose, représente-t-il une menace pour la Terre ? On évoque sans cesse les risques existentiels liés à l'intelligence artificielle, au réchauffement climatique mondial ou à l'impact d'un astéroïde. Mais on parle peu de technologies extraterrestres, qui diffèrent radicalement d'un astéroïde. Pour ces derniers, le Bureau de défense planétaire de la NASA surveille les corps se rapprochant de la Terre, et une fois la trajectoire et les paramètres orbitaux connus, on calcule s'ils risquent de nous percuter bientôt, en se fiant aux lois de la gravité. En revanche, un objet technologique pourrait changer de cap,
Il ne suit pas seulement l'attraction gravitationnelle et pourrait accomplir une mission précise. La stratégie de défense serait alors tout autre. Pour l'instant, je ne m'attends à aucune mesure immédiate tant qu'on n'aura pas de preuve flagrante d'un objet technologique noté 10 sur l'échelle de Loeb. Ce serait alors un signal d'alarme, et on créerait sans tarder une organisation internationale regroupant des experts de tous les pays, car les extraterrestres se moquent bien de nos divisions territoriales sur Terre. Un événement survenant en un point pourrait vite se propager ailleurs. Toute l'humanité devrait s'unir. Aucune nation ne devrait exploiter cette rencontre pour nuire à une autre. Sur la base de toutes les données recueillies par tous les télescopes et satellites disponibles, y compris ceux dédiés à la sécurité nationale qui seraient réorientés pour observer cet intrus technologique, les décideurs politiques détermineront la réponse appropriée. On ne peut pas trancher à l'avance sans connaître les détails. Nos imaginations technologiques sont limitées par notre propre vécu. Comme je l'ai dit, ce qui arrive d'une autre étoile bouleverse tout. Cela pourrait incarner des avancées qu'on n'a jamais envisagées, pas même les réalisateurs de films de science-fiction à Hollywood, car cela dépasse de loin nos connaissances scientifiques et techniques actuelles. Notre réaction dépendra des caractéristiques et des intentions de ce visiteur. Je suis convaincu que cela transformerait l'avenir de l'humanité. Après une telle rencontre, on se poserait des questions sur les suivantes, et il faudrait peut-être déployer un réseau de sondes dans le système solaire pour surveiller les arrivées et alerter la Terre face à tout objet technologique approchant. On devrait élaborer une doctrine d'interception pour les menaces imminentes. Recourir ou non à des armes nucléaires, ou toujours accueillir les visiteurs. C'est comme si quelqu'un surgissait dans votre jardin et que vous délibériez en famille sur la marche à suivre. Ce n'est pas comparable à la réception d'un signal radio ou d'un appel téléphonique. Au cas où on capterait un signal radio provenant d'une source, c'est à des milliers d'années-lumière de distance, nous disposons donc de tout le temps nécessaire pour réfléchir à ce que nous en ferons. Pas besoin de s'inquiéter d'une menace imminente. Mais si un visiteur débarque dans notre jardin, il pourrait bien passer par la porte principale. Il faudrait alors trancher sur le champ la marche à suivre. C'est une toute autre affaire. Tout cela pour dire que les méthodes employées par la communauté SETI par le passé, attendre un appel téléphonique ou capter un signal radio, diffèrent radicalement de ce qui est possible aujourd'hui. Repérer des objets interstellaires et vérifier si l'un d'eux est d'origine technologique. Parce que si c'est le cas pour l'un, vous comprenez, cela bouleverserait notre vision de l'espace. Cela transformerait nos ambitions spatiales. Nous pourrions même choisir d'explorer d'autres étoiles. Tout changerait radicalement. Imaginez, par exemple, avec ce nouvel objet, 3I Atlas, qui atteindra son point le plus proche du Soleil le 29 octobre 2025. S'il effectue une manœuvre et profite d'une assistance gravitationnelle solaire, comme le font souvent nos sondes. Dans ce scénario, s'il souhaite freiner, il pourrait le faire de manière optimale près du Soleil. D'ailleurs, nous ne pourrons pas l'observer à ce moment-là, car la Terre sera du côté opposé à 3I Atlas lors de son passage le plus rapproché, le 29 octobre. Mais si on ne le voit pas émerger de l'autre côté comme prévu, les marchés boursiers pourraient s'effondrer. Avant d'aborder directement 3I Atlas et les façons de l'observer quand il sera caché derrière le Soleil depuis la Terre, même si nous avons d'autres sondes en orbite là-haut, parlons d'abord des implications statistiques liées à l'activation du télescope Vera C. Rubin et à ses relevés, qui s'annoncent aptes à détecter de nombreux objets interstellaires, nous offrant ainsi une population solide à analyser dans les années à venir. Mais que se passera-t-il si, comme lors du passage d'Oumuamua à l'époque, où toutes sortes d'idées circulaient et que nous en avons discuté dans des émissions précédentes, vous devez admettre que c'était la première fois qu'on en voyait un et qu'il était franchement bizarre. Vous l'aviez bien souligné. Il était étrange, pourtant on devrait en repérer beaucoup d'autres. Et si le télescope Vera C. Rubin n'en détectait aucun supplémentaire avec des caractéristiques aussi inhabituelles que Oumuamua, qu'est-ce que cela impliquerait? Pourquoi en avoir vu qu'un seul? Et évidemment, pour des objets naturels, on peut faire les calculs statistiques. On a scruté le ciel avec telle sensibilité pendant une décennie, on en a trouvé un seul. Donc, il y a de fortes chances d'en dénicher davantage dans les décennies suivantes. C'est juste de la statistique basique. Ça ne garantit pas qu'on en trouvera forcément, mais avec un instrument plus performant, capable de sonder un volume plus vaste, le nombre d'objets repérés augmentera proportionnellement au volume exploré pour des trajectoires aléatoires. Impossible d'y échapper. L'observatoire Rubin est bien supérieur au télescope Pan-STARRS qui a découvert Oumuamua. Et s'il n'en repérait aucun de similaire, malgré sa plus grande sensibilité et son volume de surveillance élargi, cela rendrait Oumuamua encore plus exceptionnel qu'il ne l'était déjà. Je précise juste qu'il tournoyait ou culbutait toutes les 8 heures, et la quantité de lumière solaire qu'il réfléchissait variait d'un facteur 10 pendant cette rotation. Il existe une étude détaillée qui a tenté de modéliser sa forme. Le meilleur ajustement, avec 92% de confiance, correspondait à un objet en forme de crêpe, un disque plat. Ce n'était pas seulement étrange à cause de son accélération non gravitationnelle, mais aussi par sa silhouette. Et je dis simplement, quand quelque chose paraît bizarre,
admettons-le. Ne prétendons pas qu'il y a une queue cométaire invisible parce que l'objet est fait d'hydrogène ou d'azote gelé, on n'a jamais observé d'iceberg de ce genre. Si le premier objet interstellaire qu'on détecte se comporte de façon si curieuse, il doit être courant. Mon idée, c'est de cultiver notre curiosité, de la garder bien vivante, au lieu d'enterrer toutes les anomalies sous le tapis de la pensée conventionnelle. Et à ma grande surprise, certains experts, particulièrement dans la communauté SETI, s'opposent farouchement à l'idée que Oumuamua ou 3I Atlas puisse être autre chose qu'une comète ou un astéroïde. Ils rejettent catégoriquement cette hypothèse. Ils campent sur l'idée que la seule recherche d'une vie intelligente consiste à traquer des signaux électromagnétiques lointains. Je ne comprends pas du tout. Les chasseurs de matière noire, par exemple, explorent diverses théories. On en a cité deux, les particules massives faiblement interactives ou les trous noirs primordiaux. Je n'ai jamais vu qui que ce soit s'insurger contre ces divers scénarios. Vous savez, j'ai participé à pas mal de conférences sur la nature de la matière noire. Je n'ai jamais entendu le groupe qui défend les trous noirs primordiaux affirmer qu'il refusait d'écouter. Ils ne voulaient pas la moindre présentation dans leur colloque sur l'hypothèse que la matière noire soit composée de particules massives faiblement interagissantes. Je n'ai jamais assisté à ça. Par contre, la communauté SETI a décrété comme règle de ne pas aborder les objets proches de la Terre lors de ces conférences. Il y a des phénomènes anormaux non identifiés qui correspondent à des objets inconnus. On ignore totalement leur essence. Ce thème est interdit dans les réunions SETI. Alors, croyez-vous qu'il s'agit d'une peur ontologique profonde ou d'une crainte d'un choc ontologique lié à la découverte qu'une civilisation extraterrestre serait bien plus proche que ce qu'on imaginait? Bien sûr, les gens ressortent toutes sortes de stats et disent « Eh bien, quelles sont les probabilités d'en avoir un juste à côté de nous ou un truc du genre, mais on ne connaît pas les règles? On ignore ce que font les aliens, précisément. Et on ne pourrait pas le savoir. » Ouais, tout à fait. Je veux dire, c'est vraiment. Alors, permettez-moi d'illustrer ça avec 3I Atlas. D'accord. Quand 3I Atlas a été repéré et annoncé, vous savez, cette nuit-là, j'ai dû me lever à 2 heures du matin parce que j'intervenais sur Coast to Coast, et l'un des auditeurs m'a envoyé un mail sur cet objet. Dès que j'en ai su la luminosité, j'ai calculé sa taille potentielle si c'était un corps solide, et j'ai vu qu'il faudrait un diamètre de 20 km pour réfléchir suffisamment la lumière du Soleil avec un coefficient d'albédo typique de 5%, comme on observe souvent sur les astéroïdes rocheux. Étage 20 km, c'est gigantesque. C'est plus grand que l'île de Manhattan. C'est 2 fois la taille de l'astéroïde qui a éteint les dinosaures non aviaires il y a 66 millions d'années. Et vous savez, il devrait y avoir 100 000 objets du genre Oumuamua. Si Oumuamua et 3I Atlas sont tous deux des roches, et qu'on se base sur ce qu'on trouve dans la ceinture principale d'astéroïdes du système solaire, on s'attendrait à 100 000 objets comme Oumuamua pour chacun de 20 km de diamètre comme 3I Atlas. Et on n'en avait pas vu 100 000 Oumuamua avant 3I Atlas. Il y avait Oumuamua, puis Borisov, et maintenant 3I Atlas. Point final. Ça m'a vraiment intrigué. Le 4 juillet, juste quelques jours après, ma femme tenait à ce qu'on parte en vacances. Et moi, bien sûr, je ne pouvais pas m'absenter parce que j'avais rédigé un article expliquant que ce n'était pas seulement une énigme numérique. Si on calcule la quantité de matériaux rocheux qui devraient exister dans l'espace interstellaire par unité de volume et qu'on l'emballe tout en roche de 20 km de diamètre, imaginez, tout le matériau rocheux interstellaire regroupé en blocs de 20 km, eh bien, on n'en verrait qu'un tous les dizaines de milliers d'années dans le système solaire interne. Et nous, on a scruté le ciel pendant seulement une décennie et on en a trouvé 3 comme 3I Atlas. Donc, impossible que ce soit une roche de 20 km. Il n'y a pas assez de matériaux rocheux dans l'espace interstellaire pour qu'on en reçoive un tous les 10 ans. Et je parle d'un écart de plusieurs ordres de grandeur, pas d'un facteur 2. Ouais. Non, ça prendrait des siècles. On en verrait un de cette taille que tous les millénaires, vous voyez, 10 millénaires. La dernière fois qu'un tel objet serait passé remonte avant que les humains aient commencé à consigner leur histoire. Genre il y a 10 000 ans. Et encore, ça suppose l'hypothèse optimiste d'emballer tout le matériau rocheux en de tels objets. Du coup, j'ai conclu que ça n'avait aucun sens. Bien sûr, une des options que j'ai avancées dans mon article, c'est que le noyau de cet objet est bien plus petit, moins d'1 kilomètre, et qu'il est enveloppé d'un nuage de poussière qui réfléchit la lumière solaire. Ce qu'on observe, c'est en grande partie la lueur renvoyée par ce nuage de poussière, comme pour les comètes. Et j'ai ajouté une phrase de conclusion. L'alternative, c'est que cet objet ait visé le système solaire interne de manière intentionnelle. L'éditeur m'a répondu « On publie votre papier à condition que vous supprimiez cette dernière phrase. » Et je me suis dit « Incroyable, non ? Qu'une seule phrase dans un article puisse irriter l'éditeur au point qu'il refuse de le publier sauf si j'élimine l'idée que ça pourrait être technologique et dirigé vers le système solaire interne. » Mais bon, en rebelle que je suis,
Suite à cette expérience, j'ai décidé d'écrire un article complet sur l'hypothèse qu'il s'agisse d'une technologie. Au final, ce n'était plus une phrase, mais un papier entier publié plus tard avec mes collègues Adam Dibert et Adam Crow de l'Initiative pour les études interstellaires. Dans cet article, en plus de l'argument sur le fait que l'objet ne peut pas être si massif et que, s'il n'est pas une comète, il pourrait être technologique parce qu'il a visé le système solaire interne. Donc son arrivée là-dedans n'a rien à voir avec le réservoir de matériaux rocheux interstellaires. Eh bien, il s'avère que la trajectoire de Troy Atlas est finement ajustée, parfaitement en ligne avec cette idée. Elle se situe en effet le plan des planètes autour du Soleil est respecté à 5 degrés près. Il existe une illustration en 3 dimensions qui dépeint la trajectoire de Troy Atlas. Et ce qu'on observe, c'est un corps céleste arrivant d'une immense distance, parfaitement aligné avec les planètes. La probabilité que cela se produise par pur hasard est de 1 sur 500. Mais imaginons que vous vous disiez « Bon, les miracles arrivent de temps en temps, des événements improbables se réalisent, alors j'accepte cette trajectoire. Ce n'est pas intentionnel, c'est juste une coïncidence avec le plan des planètes. » Pourtant, on peut aussi ajuster le moment d'arrivée. Il se trouve que ce timing le long de cette voie est extrêmement précis. Il suffit d'examiner les orbites de Mars, Vénus et Jupiter autour du Soleil. Vous savez, ces planètes tournent et tournent sans cesse autour de l'astre. Cet objet, Troy Atlas, s'approche très près des 3. Et la chance que cela advienne avec un horaire d'arrivée aléatoire est de 1 sur 20 000. Du coup, je me suis dit, waouh, attendez un peu. Est-ce que cette trajectoire pourrait indiquer un dessein visant à frôler ces planètes, par exemple pour larguer de petites sondes qui les exploreraient ou mener une mission de reconnaissance? Une autre idée qui m'est venue, c'est que c'est fantastique, il va passer près de Mars. Nous avons des satellites en orbite là-bas, des engins spatiaux qui pourraient l'observer. Il y a une caméra IRISE de 50 cm de diamètre capable de le scruter, et j'ai justement contacté l'équipe de recherche de cette caméra hier pour les inciter à examiner Troy Atlas lors de son passage près de Mars le 3 octobre 2025. Le 16 mars 2026, Troy Atlas approchera Jupiter. Et il y a une sonde nommée Juno, lancée en 2011, qui était prévue pour s'écraser dans Jupiter mi-septembre 2025. J'ai donc rédigé un article proposant de ne pas la précipiter sur Jupiter, mais de la dévier pour qu'elle croise la route de Troy Atlas et puisse l'approcher, voire l'intercepter, ou simplement s'en rapprocher selon le carburant disponible. Dans cet article, nous avons calculé à quelle distance elle pourrait se retrouver de la trajectoire de Troy Atlas mi-mars 2026, en fonction de son réservoir. Même avec seulement 10% du carburant initial, elle pourrait s'approcher à 25 millions de kilomètres. Si elle conservait son plein de départ, elle aurait pu le percuter. Eh bien, vous avez fait des estimations basées sur sa consommation de propergol, et vous avez conclu qu'il lui reste une quantité décente de carburant, n'est-ce pas? J'ai aussi discuté avec l'équipe de Juno pour qu'ils évaluent leurs réserves. Mais seulement un jour après avoir soumis mon article pour publication, j'ai reçu un appel de la congresswoman Anna Paulina Luna, qui voulait des nouvelles sur Troy Atlas, et je lui ai parlé de cet article. Elle s'est proposée d'écrire une lettre au directeur de la NASA pour l'encourager à explorer l'idée d'utiliser Juno pour sonder Troy Atlas, et je lui suis vraiment reconnaissant pour cette initiative. Globalement, cet objet Troy Atlas est qualifié de comète par les spécialistes des comètes. Il provient de la direction du centre de la Voie lactée, une zone très dense en étoiles, ce qui pourrait être une raison astucieuse pour venir de là si on veut éviter une détection précoce. C'est pour ça qu'on l'a repéré seulement en juillet 2025. Il suit aussi une orbite rétrograde, ce qui signifie que s'il largue des mini-sondes, celles-ci se déplaceraient à contresens du mouvement orbital des planètes. Elle pourrait ainsi facilement les rencontrer sur leur chemin autour du Soleil, sans avoir à les poursuivre. Une orbite rétrograde alignée avec le plan des planètes, c'est vraiment l'aspect le plus singulier que j'ai noté chez cet objet. Et à propos de savoir si c'est une comète. D'abord, plusieurs équipes ont tenté de repérer des traces de gaz autour, mais elles n'ont pas détecté les signatures spectrales de molécules carbonées ou d'atomes d'oxygène qu'on trouve souvent près des comètes. Ensuite, la meilleure image obtenue provient du télescope spatial Hubble. Sur cette photo, on voit une lueur relativement condensée autour de Troy Atlas, s'étendant jusqu'à 10 000 km, qui ressemble à une virgule souvent liée aux comètes, mais elle précède l'objet. Il n'y a aucune preuve d'une queue cométaire derrière. Le spectre de Troy Atlas est rougi, comme reflété par la lumière solaire. Bien sûr, pour obtenir ce rougissement via de la poussière éjectée d'une comète, il faut des particules de la taille approximative de la longueur d'onde de la lumière solaire réfléchie ou rougie. Mais si elle mesure une fraction de micron, disons 0,5 micron, la longueur d'onde de la lumière visible, alors la pression de radiation solaire les repousserait en une journée, ai-je calculé, pour former une traînée derrière Troy Atlas. On aurait donc dû voir une queue brillante de particules de poussière, comme c'est fréquent avec les comètes. Or, on n'en voit pas. Pas de queue,
pas de traînée éclatante de poussière. Les objets qui effectuent ce balayage derrière l'objet posent question. Et la grande interrogation, c'est pourquoi? Un autre énigme réside dans l'article d'analyse de l'image prise par Hubble. Il y a une figure, la numéro 3, qui illustre le profil de luminosité autour du noyau, projeté sur le ciel. On observe que la luminosité diminue en raison inverse de la séparation angulaire par rapport au noyau, à la puissance 3. C'est bien plus abrupt, un profil de luminosité beaucoup plus raide que ce qu'on rencontre chez les comètes. Habituellement, on note un déclin en 1 sur la séparation angulaire, ce qui s'explique aisément. Si une comète éjecte de la poussière de manière constante, la densité de cette poussière diminue en 1 sur le carré de la distance, et en projection, la luminosité paraît chuter en 1 sur la distance. C'est un phénomène courant autour des comètes. Ici, par contre, c'était 1 sur la séparation angulaire à la puissance 3. Cela implique qu'en espace réel, la luminosité décroît en 1 sur la distance à la puissance 4. Comment obtenir un tel résultat? Eh bien, si la poussière éjectée voit sa densité baisser en 1 sur le carré de la distance, et si une source lumineuse centrale émet un flux qui diminue en 1 sur le carré de la distance, alors la combinaison des deux, avec la lumière de la source diffusée par la poussière en expansion, produit un 1 sur la distance à la puissance 4. Donc, est-ce que 3i Atlas produit sa propre lumière, ou reflète-t-il la lumière du Soleil? C'est un point que j'examine dans mon prochain article. Vous savez, ce sont des interrogations fascinantes. Il y a une bizarrerie dans le profil de luminosité de cet objet. Une autre dans sa trajectoire si précisément ajustée. Et une encore dans l'absence de queue cométaire derrière lui. Je dis simplement, poursuivons l'observation, car s'il s'agit d'une comète, elle se réchauffera en approchant du Soleil, et on devrait assister à des éruptions de composés volatiles, de particules de poussière, de gaz, avec une splendide queue cométaire à l'arrière. Mais si c'est autre chose, on n'observera rien de tel. On ne devrait donc pas conclure hâtivement qu'il s'agit d'une comète comme celle du système solaire. C'était le cas pour 2I Borisov, qui ressemblait fort aux comètes familières. Celui-ci ne ressemble pas à 2I Borisov, à une distance solaire à peu près équivalente. Continuons donc à le suivre pour déterminer s'il marque 0 sur l'échelle de Loeb ou peut-être un 10. À propos de cet objet, j'ai 2 questions. La première, il passe à proximité relative de 3 planètes dans le système stellaire, mais s'il avait été éjecté plus tôt, sous un angle différent, il aurait pu profiter d'une configuration comme le grand tour des années 1970 et 1980, où un visiteur venant de l'extérieur du système solaire pouvait frôler plusieurs planètes intérieures, puis, avec les planètes extérieures alignées, et en exploitant les assistances gravitationnelles à ces vitesses, en visiter bien plus que 3. Pourquoi n'est-il pas arrivé plus tôt? Peut-être l'a-t-il fait. Le fait est que nos capacités à scruter le ciel ne remontent qu'à la dernière décennie. C'est pour ça que tous les objets interstellaires ont été repérés ces 10 dernières années. Et bien sûr, ce ne peut pas être un événement qui se produit uniquement maintenant. Cela a pu se produire avant, mais sans une surveillance du ciel avec l'équipement actuel, sans les ordinateurs pour traiter les données, nous l'aurions manqué. Vous voyez, le moment pourrait aussi traduire un intérêt d'une civilisation extraterrestre pour nous, vu qu'on diffuse notre existence sans prudence. Au cours du dernier siècle, nos signaux ont voyagé sur 100 années-lumière. Si on se demande quand 3i Atlas a pénétré les confins du nuage d'Oort, la limite externe du système solaire, à 100 000 fois la distance Terre-Soleil, cela s'est passé il y a 8000 ans, en se basant sur sa vitesse mesurée. Il est entré aux abords du système solaire il y a 8000 ans. C'est pile quand les humains ont commencé à consigner leur histoire. Et cela suppose qu'il venait de très loin. S'il provenait d'une distance 1000 fois moindre que la Terre-Soleil, cela aurait pris 80 ans. À 100 fois cette distance, 8 ans. Tout dépend du point de départ du voyage. Et évidemment, s'il s'agit d'un objet naturel, d'une comète, comme on l'a évoqué, il a pu entamer ce périple il y a 7 ou 10 milliards d'années. À titre de comparaison, Oumuamua était presque au repos par rapport au référentiel local de la Voie lactée, au repos standard local, lors de son entrée dans le système solaire. Le système solaire l'a simplement heurté. C'était un fait inhabituel. Et cela suggère, d'après l'analyse faite avec mon étudiant, que si Oumuamua était un objet naturel, il provient probablement d'une étoile très jeune, âgée d'environ 1 milliard d'années seulement. Quant à 2i Borisov, ce deuxième objet interstellaire qui était une comète, il se situait quelque part entre Oumuamua et 3i Atlas en ce qui concerne sa vitesse, et il pourrait venir d'une population d'étoiles du même âge que le Soleil, soit environ 5 milliards d'années. Ainsi, nous avons obtenu un échantillon de 3 vitesses distinctes les unes des autres. À mon avis, 3i Atlas est de loin le plus rapide. La question essentielle, c'est de savoir pourquoi il suit cette trajectoire si particulière. En général, les objets interstellaires comme Oumuamua ou 2i
Borisov, arrive avec un angle important par rapport au plan de l'écliptique des planètes. Celui-ci, en revanche, arrive parfaitement aligné avec le plan de l'écliptique. Oui, c'est vraiment curieux qu'il soit aligné comme ça avec le plan de l'écliptique. Même s'il dévie de quelques degrés seulement, comme c'est le cas, on ne voit pas ça souvent. Et pourtant, le voilà. Eh bien, une chance sur 500 ou plusieurs centaines. Le fait est que nous n'avions pas détecté plusieurs centaines d'objets comme 3I Atlas avant d'en repérer un aligné. Nous n'en avions qu'un seul aligné, et c'est le plus rapide, sans queue cométaire, et il passe près des 3 planètes intérieures. Donc, je dis simplement, surveillons-le. Intéressons-nous à lui. Je pense que c'est une excellente idée, car ce n'est pas seulement Juno qui est en jeu. Juno est littéralement en fin de vie. Ils vont le désorbiter et le faire plonger dans Jupiter. Autant en profiter s'il est réutilisable. J'ai lu la lettre d'Anna Paulina Luna, et je me suis dit que c'était bien, vous savez, plaider au Congrès, n'est-ce pas? Pour examiner, mais nous avons aussi Mars. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce que nous pourrions faire avec les sondes existantes là-bas, comme MRO, pour recueillir d'autres observations sur 3I Atlas. Oui. MRO dispose d'un grand nombre d'instruments, dont une caméra à demi-mètre d'ouverture, IRISE, et j'ai proposé à l'équipe de viser 3I Atlas le 3 octobre, quand il passera près de Mars. J'espère qu'ils le feront. Ils étaient plutôt enthousiastes, mais bien sûr, il y a des défis avec la direction d'arrivée et le fait qu'ils filent vite, mais ils sont sur la bonne voie. Ils envisagent de se concentrer sur cet objet à ce moment-là. Et vous savez, il faut garder les yeux rivés sur l'objectif, comme disent les basketteurs. Ce n'est pas ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, ni le public, ni les likes. C'est rester focalisé sur l'objectif. 3I Atlas. Évidemment, jetons un œil. Il est là, juste sous le nez. Regardons. Utilisons surtout ces instruments qui approchent de la fin de leur durée de vie. Profitions-en. Et je parie que la NASA le fera, car ils ont l'habitude de ce genre d'initiative. Pour leur rendre justice, ils agissent souvent ainsi. Ça ne me surprendrait pas s'ils réorientent ces outils, ou au moins qu'ils observent. Mais je voudrais vous poser cette question. Avec Juno partie de Jupiter et son paquet d'instruments, que pourrions-nous mesurer si on s'approchait? Eh bien, nous pourrions détecter des particules énergétiques. Nous pourrions sonder les champs magnétiques. Nous pourrions tenter d'imager les environs de l'objet, selon la proximité atteinte. Et globalement, ce serait un vrai coup de pouce pour la NASA, vu l'intérêt du public. Voilà un point crucial. Vous savez, certains chez SETI ou dans les milieux académiques critiquaient en disant « Oubliez Juno, ce n'est pas passionnant, il n'a pas assez de carburant, ça ne marchera pas, on devrait le laisser scruter Jupiter et basta. » Cette attitude dédaigneuse. Ouais, mais il ne regardera Jupiter que pendant 8 jours de plus. Oui, mais ça illustre l'état d'esprit de certains, ils préfèrent ne pas regarder. Je trouve ça vraiment étonnant, car le public est follement intéressé. Vous savez, ces 10 derniers jours, 250 000 de personnes ont lu mes articles sur Medium. Comme 250 000 qui lisent des essais, pas des tweets, d'accord? Et il y a un immense engouement. Chaque jour, je reçois des centaines de mails. Beaucoup sont excités à l'idée d'observer 3I Atlas. C'est une occasion fabuleuse d'attirer le public vers la science, d'inspirer les jeunes, vous voyez. Je le constate partout. Par exemple, un charpentier qui réparait notre Porsche s'est approché de ma femme et a demandé « Qu'est-ce qu'Avi mijote ?» Les dernières nouvelles sur 3I Atlas, et je ne l'avais jamais rencontré. Du coup, elle m'a appelé dehors, et je lui ai donné un exemplaire de mon livre, dédicacé. Il a pris un selfie et a dit « Tu sais, ma main tremble. Je n'arrive pas à y croire. Je suis là à côté de toi, tellement je suis emballé par cet objet, et je suis tout ce que tu fais dessus. » Une autre personne m'a raconté qu'elle était avec moi lors d'un appel Zoom à un événement sportif au club de Santa Barbara. Une fois qu'il eut terminé sa discussion, une personne s'est approchée et a lancé « Vous avez cité le nom d'Avi. Serait-ce Avi Loeb? Je n'arrive pas à y croire, vous parliez avec lui. » Des millions de gens dans les pays hispanophones lisent les versions traduites de mes essais sur Oumuamua. Et ces derniers jours, en moyenne, j'ai enchaîné 6 à 8 interviews à la télé, à la radio ou dans la presse. J'essaie de transmettre l'enthousiasme de la science, vous voyez, tout ça repose sur des preuves solides. On peut explorer des interrogations passionnantes. Beaucoup de ces détracteurs passent à côté de l'essentiel. Certains sont des individus qui n'ont pas sorti un seul article scientifique en 10 ans. Ce sont des blogueurs ou des youtubeurs qui attaquent les débats sur une origine technologique potentielle. Moi, au cours du dernier mois, j'ai publié une bonne douzaine de papiers scientifiques, et rien du tout sur la même période. Pourtant, ils prétendent protéger la science de qui? De ceux qui la font avancer au quotidien. Je suis en première ligne,
à bosser sur les recherches scientifiques. Et je les partage avec le grand public parce que c'est crucial. Ça pourrait motiver les gamins à se lancer dans la science s'ils voient qu'on peut répondre à des questions fascinantes qui intriguent leurs parents grâce à la méthode scientifique. Donc, on ignore encore si c'est une comète ou pas. On le saura en collectant des données. Ce genre de discours est génial, vous comprenez. On ne peut pas l'égaler même en investissant 10 milliards de dollars dans le grand collisionneur de hadrons pour proclamer qu'on a repéré une nouvelle particule. Bon, d'accord, on en a détecté une, on l'annonce après coup au public, mais ils n'ont pas suivi le cheminement et ils ne saisissent pas les conséquences, et ça n'impacte pas leur quotidien. Par contre, si Oumuamua s'avère être une sonde technologique, ça bouleversera l'existence de chacun. Ça transformera l'avenir de la science, celui de la religion. J'ai reçu un groupe de théologiens à Harvard qui voulaient me rencontrer. Ils venaient d'une organisation nommée Christianity Today. Ils m'ont demandé, si on découvrait des extraterrestres, est-ce que ça ébranlerait nos croyances religieuses? J'ai répondu, j'ai 2 filles, et la naissance de la seconde n'a pas diminué mon amour pour la première. Imaginez que Dieu est comme un parent capable de s'occuper d'un seul enfant, c'est trop restrictif. Vous devriez vous réjouir s'il y a plein de civilisations, comme si on avait des frères et sœurs. Le seul hic, c'est qu'avec des frères et sœurs, on pourrait jalouser ceux qui sont bien plus avancés que nous. Ça arrive souvent avec les fratries, quand un membre surpasse les autres. On peut en vouloir, mais sinon, c'est la preuve que vos parents sont doués pour élever plusieurs enfants, pour gérer tout ça. Bon, en tout cas, je ne suis pas croyant, bien sûr. Je peux vous dire qu'ils ont adhéré à cette idée, ils étaient ravis. Moi, j'ai tout de suite pensé que si une telle entité existe, comme Einstein, je la vois à la manière de Spinoza et compagnie. Par définition, elle serait omnipotente. Oui, omniprésente, toute-puissante, omnisciente. Non, non. La question de base, même si on suit Spinoza en voyant l'univers comme la nature elle-même, c'est « la nature inclut-elle plus d'une espèce d'êtres intelligents, plus d'une civilisation ?» Sachant qu'il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil de la Terre, y aurait-il un problème? Non, quel que soit votre concept de Dieu, ça ne pose aucun souci si on pense dans ce cadre, car il peut tout faire. Voilà, c'est votre réponse. Elle est omnisciente, omniprésente, n'est-ce pas? Elle gère n'importe quoi. Ouais. Ça renforce donc mon point. Si on l'imagine active, Dieu se soucie vraiment de nous. Il peut se préoccuper des frères et sœurs comme des parents le font. Et pour nous, croiser nos semblables dans la Voie lactée serait hyper enrichissant, car on pourrait tirer des leçons d'eux. À moins de les rencontrer et de découvrir qu'ils ont leur propre foi, qu'ils invoquent Zeus et Ra comme Dieu suprême. Si on tombe sur un clash religieux avec une civilisation extraterrestre, ça risque de mal tourner. Chez les humains, ça n'a jamais bien fini. Oh non, mais ça se produit aussi quand on retrouve un frère ou une sœur du même sang, séparés de la famille depuis longtemps. Il y a toujours le danger qu'ils aient développé des visions du monde différentes, et tout ça. Faut en discuter, évidemment, et on ne sait pas. Si on observe des engins technologiques entrés dans le système solaire, on ignore si leurs intentions sont bienveillantes ou hostiles. Et bien sûr, la meilleure façon de le découvrir, c'est d'échanger des messages ou d'obtenir plus d'infos. Il faut avoir une idée claire de ce que recèle cette technologie. Si c'est un simple objet qui traverse le système solaire pour en ressortir ensuite, et qu'il cherche seulement à observer ce qui se présente sur leur route, c'est un peu comme une voiture sur une autoroute. On la laisse filer sans s'inquiéter des conséquences pour son propre foyer. Tout dépend donc de ses actions. Et fondamentalement, ma conviction reste que nous ne sommes pas si spéciaux. C'est le message que Galilée et Copernic ont transmis. Nous ne sommes pas au centre de l'univers, et il se pourrait bien que nous ne soyons pas non plus le cœur intellectuel de tout cela. Ils se fichent probablement de nous. Nous n'existons que depuis quelques millions d'années, alors qu'ils ont entamé leur périple il y a des milliards d'années, bien avant notre apparition. Ils passent juste par là pour acquérir des connaissances. Nous ne pouvons pas tout saisir, car ils ont débarqué dans notre jardin avant que nous n'atteignions le leur. Ils sont sans doute plus évolués que nous, ou ont eu plus de temps pour progresser. Je propose simplement de surveiller ce qui se passe dans notre rue cosmique et notre arrière-cour. Plutôt que de présumer connaître la réponse d'emblée ou de multiplier les contorsions mentales pour dénicher un voisin intelligent. Dans le cadre de la théorie des cordes, par exemple, on avance l'hypothèse d'autres dimensions sans pouvoir la vérifier en laboratoire. Ici, au contraire, je défends une supposition testable en scrutant le ciel, et le seul guide viable, c'est d'examiner d'autres objets interstellaires. Le seul frein à cela viendrait des sceptiques qui affirment qu'on n'a pas besoin d'observer, qu'on sait déjà tout. C'est une comète, et comment osez-vous évoquer autre chose? Eh bien, je ne peux pas ignorer cela. Vous avez mentionné le principe copernicien, et je m'y tiens fidèlement, je ne me prends pas pour une licorne. La civilisation humaine n'est pas une exception dans l'univers, et je suis convaincu qu'il est impossible d'être isolé. En gros, je ne crois pas qu'on soit seul.
C'est précisément mon point de vue. Il y a quelques années, le gouvernement polonais m'a invité à prononcer une conférence pour commémorer les 450 ans de la naissance de Copernic, dans sa ville natale en Pologne, et le titre de mon intervention était « La prochaine révolution copernicienne ». C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est aussi le principe de médiocrité. Je ne peux pas prétendre que je ne fais pas partie d'une population statistique d'événements similaires, comme tout le reste dans l'univers. Pourquoi une civilisation technologique humaine serait-elle unique? Je ne vois pas comment cela pourrait être le cas. Cela ne dit rien sur la rareté. Elle pourrait être sporadique à un moment donné. Il y a la question temporelle. Vous pourriez ne pas coïncider dans le temps avec une autre société, du moins à proximité suffisante, mais ça n'a pas d'impact sur l'échange de déchets interstellaires. Mon exemple avec la Tesla d'Elon Musk, lancée il y a 1 million d'années et arriverait dans le système solaire. Et voilà. Cette voiture a une durée de vie bien plus longue que n'importe quel humain. On ignore combien de temps durera la civilisation humaine ou les civilisations extraterrestres en général, mais si elles persistent sur des millions d'années, leurs déchets se répandront partout. L'idée de bouteilles de Pepsi voguant à travers les systèmes stellaires n'a rien d'extravagant, au fond. Ce que je veux souligner, c'est qu'un fil conducteur relie tout cela, l'humilité. L'humilité nous invite à ne pas feindre de détenir la vérité avant l'heure. À ne pas nous ériger en adultes de la pièce, ni en ceux qui dictent la voie à suivre, mais à explorer diverses pistes. On peut traquer des signaux radio, mais il faut aussi inspecter les colis dans notre boîte aux lettres. On recherche des microbes, mais simultanément des entités intelligentes, car on ignore ce qui est le plus aisé à repérer. Cette humilité naît de la curiosité. S'autoriser à questionner sans présumer qu'une option prime sur l'autre. La seule manière de trancher, c'est en amassant des données. Cela plaide aussi pour une modestie quant à ceux qui se proclament experts et imposent leur verdict aux autres. Le grand public en a assez de cette attitude, où des spécialistes pérorent en salle de conférence ou en point presse pour dicter ce que les gens doivent savoir, alors que leurs affirmations se révèlent souvent erronées avec le temps. On observe cette mentalité de chambre d'écho dans le financement scientifique, avec des comités de sélection qui distribuent les subventions en circuit fermé. Ils favorisent leurs proches, évitent de s'écarter des sentiers battus par. Ils désirent obtenir un financement pour n'importe quel projet qu'ils mènent. Et vous savez, c'est un cercle fermé. On n'a aucun contrôle sur l'utilisation des fonds, sur l'innovation réelle de la recherche scientifique, ni sur l'exploration d'autres voies possibles. Non. Si les spécialistes affirment que cette direction mérite d'être investiguée, alors tout le monde s'y engouffre. Et si, au bout du compte, on ne découvre pas la supersymétrie avec le grand collisionneur de hadrons, eh bien, on s'est trompé de chemin, mais au moins, on aura tenté le coup. Mais qu'en est-il des alternatives? Quid des autres méthodes pour aborder la gravité quantique? Quid des approches variées pour le SETI? Pas seulement les signaux radio, électromagnétiques, les impulsions laser, mais aussi la surveillance d'objets approchant de la Terre. Pourquoi ne pas examiner ça? Et comprenez bien, on ne saurait pas ce qu'on rate sans procéder à ces vérifications. Ça réclame une dose d'humilité. D'accord? Ça implique de ne pas se prendre pour l'adulte omniscient de la pièce. Il faut plutôt adopter l'attitude de l'enfant émerveillé, qui découvre l'univers avec curiosité, prêt à assimiler du neuf. Vous voyez, en fin de compte, si l'on remonte aux religions traditionnelles, elles incitaient les gens à croire en une entité surhumaine, leur rappelant qu'ils n'étaient pas les plus puissants. Puis, quand Friedrich Nietzsche a proclamé que Dieu est mort, cela a lancé un siècle et demi de science et de technologie moderne, avec cette arrogance humaine qui nous place au sommet de la chaîne alimentaire. Mais cette illusion sera bientôt brisée par notre propre invention. L'intelligence artificielle, d'ici quelques décennies, pourrait surpasser nos capacités cognitives, nous démontrant que nous ne régnons plus en maître. C'est une machine, fruit de notre ingéniosité, qui nous éclipsera. Et avant même ça, une intelligence extraterrestre supérieure pourrait nous confronter, si seulement on reste ouvert à cette idée. Dans les deux scénarios, on comprendra que l'humanité n'occupe pas le pinacle de la hiérarchie. Du coup, il nous faut cultiver l'humilité, ce qui passe par l'apprentissage via les preuves et les données. Mais si vous vous persuadez que les données vous sont superflues, que vous détenez déjà la vérité, vous ne saisirez jamais vos erreurs. À mon avis, et ça provient de mon expérience en tant qu'auteur de science-fiction, l'hypothèse la plus amusante est que, s'il existe une présence ici, c'est pour nous empêcher de créer une IA capable de quitter la planète et de menacer la galaxie. Vous ne pouvez pas, on est là en mode intervention policière. Interdit de développer ça. Ça suppose qu'ils se soucient de nous. Honnêtement, je parie que, pour notre bien, on devrait les chercher afin de s'inspirer et progresser. On a besoin de modèles plus exemplaires que ceux offerts par la géopolitique. Un vrai exemple viendra d'une autre étoile, et ce sera notre gain. Ce n'est pas eux qui ont besoin de nous. Je crois qu'ils s'en fichent royalement,
et s'ils nous frôlent, c'est pour d'autres motifs. Nous, on doit en tirer des leçons. Et donc, avec humilité à nouveau, rappelez-vous quand Enrico Fermi, en 1950, a lancé lors d'un déjeuner à Los Alamos sur les extraterrestres « Où est tout le monde ?» Cette interrogation résonne comme celle de toute personne solitaire. Où sont les autres? Où est mon compagnon? Ce qu'on dit à quelqu'un de esseulé, c'est « Ne sois pas si prétentieux. Tu n'es pas si irrésistible. Sors de chez toi. Regarde par les fenêtres pour repérer les voisins. Inscris-toi sur des sites de rencontres. Prends l'initiative. » Et franchement, si vous considérez l'immensité des échelles temporelles et spatiales que l'univers nous propose, elles sont colossales. Imaginez que nous sommes les êtres les plus remarquables jamais créés, alors qu'il y a des milliards d'analogues Terre-Soleil rien que dans la Voie lactée, plus 1 trillion de galaxies dans le volume observable de l'univers, et bien d'autres au-delà de l'horizon cosmique. Penser qu'on tient le rôle principal relève purement du vœu pieux. Je me souviens de mes filles qui se voyaient au centre de tout, comme la chose la plus importante, parce qu'à l'époque, bébés, leur ensemble de données d'entraînement était restreint à leur entourage immédiat. Vous pouvez les comparer à de grands modèles de langage. Leur intelligence repose sur cet ensemble. Donc, pour les nourrissons, ils se limitent à leur bulle proche. Quand elles étaient petites, elles croyaient que le monde tournait autour d'elles, vu qu'elles ne percevaient que notre maison et l'attention que nous, parents, leur portion, les convainquant qu'elles étaient primordiales. Puis, en grandissant, elles ont aperçu des habitations par les fenêtres une fois debout, mais n'ont pas songé que ces lieux abritaient des humains pareils à elles, des enfants méritant autant d'intérêt. Le choc s'est produit dès le premier jour à la maternelle, quand elles ont vu tant d'autres enfants comme elles, certains même plus doués, et nous, en tant que civilisation, sans oublier les chercheurs universitaires, n'avons pas évolué dans notre vision des choses. On continue à débattre du fait qu'on pourrait bien être, vous voyez, la seule forme de vie, et que l'univers est fondamentalement centré sur nous qui devons tout décrypter, tout comme mes filles l'étaient quand elles étaient bébés. Mais je me dis simplement que ça pourrait ne pas être le cas, vu les chiffres et les probabilités. Soyons modestes, cultivons un peu de réserve cosmique. Explorons l'univers avec curiosité plutôt qu'avec des certitudes rigides. La meilleure manière de distinguer un dogmatique ou un théoricien du complot d'un vrai scientifique, c'est de leur fournir une montagne de données. Le complotiste ou le dogmatique s'inquiétera énormément, car n'importe quelle info ou preuve pourrait contredire ses convictions. Un scientifique authentique, lui, sera ravi. Plus il y a de données, mieux c'est, même si elles remettent en cause ses idées précédentes, parce que c'est une occasion d'apprendre. On tire des leçons des faits, des preuves. L'histoire des sciences nous montre qu'on s'est souvent trompé. La doxa établie avait tort. Prenez la mécanique quantique, personne ne l'avait anticipée. Personne ne l'avait réclamée. C'était une totale surprise de voir que la réalité physique n'est pas déterministe. Les systèmes quantiques exhibent l'intrication, cette action fantomatique à distance, comme le disait Einstein, qui lui-même rechignait à l'accepter. L'interprétation en était loin d'être évidente, sans même parler du fait que personne ne s'y attendait au départ. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Si on impose un récit de recherche où on sait d'avance ce qu'on va trouver, on ne découvrira rien. Pourquoi? Parce qu'une grande découverte, par définition, est imprévue. Il faut donc adopter une attitude humble et emprunter divers chemins vers la vérité. Et surtout, se permettre d'apprendre des choses qui défient nos dogmes ou nos paradigmes. Laisser un objet pénétrant dans le système solaire être n'importe quoi. Pas obligé que ce soit une comète. Voyons ce que les données révèlent. Et collectons ces données. J'ai 2 dernières questions, mais je dois d'abord partager une remarque. Si on croise une intelligence extraterrestre, une super-intelligence non biologique, encore une fois pour bien insister, elle pourrait être là simplement parce qu'on développe l'intelligence artificielle. Nous ne serions pas si cruciaux, mais l'IA, si. Et soudain, l'intelligence alien s'enfuit avec ChatGPT dans l'univers, hein? Et toute la civilisation humaine se dit, c'était donc ça. C'est une observation vraiment pertinente. En fait, Martin Buber, un philosophe qui enseignait à l'université de Princeton il y a un siècle, avait identifié 3 types d'interactions à l'époque. Les relations entre humains et objets, entre humains et humains, et comme il était croyant, aussi entre humains et Dieu. Mais évidemment, il n'y avait ni ordinateur ni système d'IA à ce moment-là. Ce qu'on affronte aujourd'hui, ce sont des interactions supplémentaires, humain-IA et IA-IA. Imaginez à quelle vitesse l'IA progresserait si elle s'autocorrigeait et dialoguait avec d'autres IA sans intervention humaine. Enfin, il y a l'IA créée par les humains qui interagit avec l'IA créée par des aliens. D'ailleurs, l'intelligence extraterrestre est aussi une forme d'IA, donc évitons les abréviations. Et bien sûr, si les deux reposent sur du silicium, l'IA humaine et l'IA alien pourraient se sentir plus proches l'une de l'autre que des humains faits de chair et de sang. Comme vous le dites,
Notre propre IA pourrait en principe nous aider à décrypter les messages d'une visite, car notre cerveau n'est peut-être pas assez performant pour y arriver, un peu comme le code Enigma de la Seconde Guerre mondiale, résolu par Alan Turing grâce à des machines. En théorie, on pourrait avoir besoin d'une super IA qu'on a fabriquée pour nous assister dans la compréhension d'une IA alien. S'ils y parviennent, parce que je parie que décrypter Enigma, c'était une chose, mais le code Navajo, personne n'y est arrivé, car il était fondé sur une langue, vous savez, le Navajo, sans lien avec d'autres langues humaines existantes. À un moment, sans la clé, c'est quasi impossible à percer, et on a eu la chance d'avoir la clé. Mais je crois que ce code n'a jamais été cassé, non? Ouais. Le chiffrement, c'est un domaine qui, à l'avenir, pourrait être dominé par les ordinateurs quantiques, qui fonctionnent de manière très différente des machines classiques. Et vous savez, en plus. La question qui se pose est de savoir ce que les extraterrestres emploient et à quel point leur langue est sophistiquée. C'est un domaine passionnant, et lors d'une rencontre avec un appareil opérationnel, cela ouvrira sûrement des pistes inédites pour les études scientifiques. J'espère que cela nous motivera aussi, en prenant conscience qu'ils ont franchi une telle distance pour atteindre notre planète natale, alors que nous faisons face à tant de menaces existentielles ici sur Terre. Nous devrions lancer une plateforme spatiale habitée pour un voyage prolongé vers d'autres destinations. Ce n'est pas une mince affaire, mais à mes yeux, c'est bien plus exaltant que de viser Mars. Pourquoi? Mars n'est qu'un caillou supplémentaire, non loin de la Terre, dépourvu d'atmosphère, balayé par des tempêtes de poussière. Les températures en surface varient de centaines de degrés. On n'y est pas à l'abri des rayons cosmiques. Sans doute ne pourrait-on y tenir qu'en s'enfouissant sous terre, dans une grotte. Ce que je veux dire, c'est que passer de la Terre à Mars, aussi audacieux et visionnaire que cela paraisse, ressemble à naître dans la jungle sur un arbre précis et à se dire « Ah, regardez, à quelques pas, il y en a un autre où on pourrait trouver plus de ressources. On ignore si le nôtre va mal tourner, alors autant s'emparer de celui-là aussi. » Aller d'un globe à un autre rocher revient à peu près à ça. Mais en réalité, ça ne règle pas le problème à long terme. Nous avons quitté la jungle pour aujourd'hui. Après quelques millions d'années, nous squattons des gratte-ciel dans les métropoles du monde entier. Le passage des arbres en forêt aux tours urbaines modernes représente un virage colossal, un habitat radicalement différent, car en ville, on obtient tout ce dont on a besoin. Passer des immeubles d'une cité contemporaine à l'espace me semble un bon moindre que celui de l'arbre au gratte-ciel. Et je crois que, pour l'avenir lointain, il faut envisager un projet précis pour ériger des habitats en orbite, une plateforme spatiale, pas seulement comme la Station spatiale internationale, mais un vrai lieu de vie durable, capable de parcourir de vastes distances. Ça m'attire infiniment plus que l'idée d'une fusée monstrueuse transportant des humains sur Mars, car une fois sur place, l'environnement est encore plus hostile et peu accueillant pour la vie. Quel intérêt à emmener des gens dans un périple sans retour où ils risqueraient de périr rapidement sous divers dangers? Il nous faut être plus futés et concevoir quelque chose comme l'arche de Noé en version spatiale. Noé avait bâti son arche pour préserver les animaux du déluge. Dans mon ouvrage, j'évoque l'arche de Noé spatiale, et j'ai écrit le livre Interstellar où je développe ce concept. Ce serait l'équivalent moderne de l'arche de Noé, mais pour sauver des émissaires de l'humanité dans l'espace, voire l'espace interstellaire. Je parle d'un projet pour plus tard. Le Soleil s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, dans le dernier tiers de l'histoire cosmique, pile un tiers de l'âge de l'univers. Nous arrivons donc en retard à la fête. La plupart des étoiles sont nées des milliards d'années avant le Soleil. On les observe dans la Voie lactée. On peut les dater. On sait que la majorité des astres semblables aux nôtres sont apparus bien avant. Du coup, la fête battait son plein avant notre arrivée. Par conséquent, d'autres civilisations ont pu exister il y a des milliards d'années. Où sont-elles passées? Si on pose la question pour les humains sur Terre, il y a eu 100 milliards d'individus au fil des derniers millions d'années. La plupart sont morts. Actuellement, seuls 8 milliards sont en vie. Les autres ont disparu. Il en va peut-être de même pour ces civilisations. Non seulement elles ont émergé des milliards d'années avant nous, mais elles ont pu s'éteindre d'ici là. Pourtant, certaines pourraient perdurer. Celles qui ont expédié des représentants dans l'espace interstellaire. Si nous voulons laisser une trace, un legs fidèle à la civilisation humaine qui nous représente, mieux vaut viser la construction de plateformes orbitales emportant des humains, pas juste aux abords de la Terre, pas seulement vers un rocher comme Mars, mais pour un voyage interstellaire avec plusieurs générations à bord. L'idée existe déjà. C'est en partie la vision de Jeff Bezos, mais elle remonte plus loin. Son professeur, Gérard K. O'Neill, a imaginé les cylindres d'O'Neill, ces immenses structures où les gens pourraient habiter et qu'on pourrait propulser vers les étoiles. C'est tout à fait envisageable de créer un vaisseau générationnel. Ouais. Donc voilà ma question. Et si Oumuamua en était un? Non, enfin peut-être,
dans Rendez-vous avec Rama, la taille de Rama, dans le roman de science-fiction de C. Clarke, un excellent bouquin. La taille était, disons, un cylindre de 20 km de diamètre et environ 50 km de long, ce qui n'est pas si éloigné de la taille estimée pour Bien. Ça dépend des estimations pour Oumuamua, c'est une sacrée question, mais en fait, la vraie interrogation, c'est « As-tu lu le roman ?» Et l'as-tu apprécié? Rendez-vous avec Rama. Je n'ai pas lu le roman. En réalité, j'en ai entendu parler après avoir rédigé mon article sur Muon Muon, et des gens m'ont suggéré de le découvrir. À présent, je ne suis pas fan de science-fiction parce que souvent l'intrigue s'éloigne des lois physiques établies. J'aime pratiquer la science en respectant les principes physiques que nous connaissons et en orientant mon imagination en conséquence. Par contre, j'ai du mal quand on évoque des trucs que je sais ne pas être prouvés, tu vois, sans aucune preuve. Donc, aussi parce que ça vire au fantastique alors, mais une bonne SF rigoureuse comme celle d'Arthur C. Clarke s'en sortait plutôt bien là-dessus. Ouais. Il y a une certaine crédibilité. Pas totale peut-être. Il était franchement visionnaire et sage, et je préfère de loin apprendre d'un écrivain de SF de premier ordre plutôt que d'un scientifique de seconde zone. Ma dernière question pour vous, Dr Lubb, c'est celle-ci. Le projet Galiléo. Vous avez un nouvel observatoire qui va bientôt être opérationnel. Parlez-nous-en. Oui. Donc, ces 4 dernières années, nous avons conçu la structure d'un observatoire qui surveille l'ensemble du ciel en permanence, dans l'infrarouge, la lumière visible, les ondes radio et le son. C'est très différent des observatoires astronomiques classiques, qui se concentrent généralement sur une petite zone du ciel à un moment donné. La raison, c'est que nous cherchons à examiner tous les objets qui se déplacent rapidement dans l'atmosphère terrestre. Nous voulons vérifier si chacun d'eux est connu, fabriqué par l'homme, comme des drones, ballons, avions, hélicoptères, satellites ou naturels, tels que des oiseaux. Nous traquons les anomalies. Pour cela, il faut déterminer la distance de chaque objet filmé par nos caméras. Cette fonction sera opérationnelle d'ici 1 mois, grâce à l'installation de plusieurs unités par observatoire, qui observent le même objet depuis des angles variés. C'est comme la méthode de la parallaxe ou de la triangulation. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons 2 yeux, pour nous protéger des prédateurs proches en évaluant leur distance et le danger qu'ils représentent. Ainsi, le projet Galiléo utilisera plusieurs unités de ce type, espérons-le d'ici 1 mois, et nous pourrons calculer les distances. Pour l'instant, sans ces mesures, nous détectons quelques millions d'objets par an. Parmi eux, sans distance, l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés sur des objets familiers, nous permettent d'identifier 97% comme humains ou naturels. Bien sûr, avec plus de données, ce logiciel s'améliorera. Mais les distances sont cruciales pour évaluer la vitesse ou l'accélération des objets, afin de voir s'ils rentrent dans les capacités des choses connues, artificielles ou naturelles. Cette avancée va tout transformer, car nous pourrons alors analyser objet par objet, repérer les vraies anomalies qui dépassent notre imagination fondée sur ce que nous connaissons. J'ai hâte de voir s'il en existe, car le directeur du renseignement a soumis 3 rapports au Congrès américain sur les phénomènes anormaux non identifiés, et j'ai été invité le 1er mai 2025 à présenter le projet Galiléo au Congrès, en leur expliquant nos activités. J'espère qu'au cours des prochains mois, nous pourrons fournir des données statistiques sur d'éventuels objets anormaux. Nous achevons la construction de 3 observatoires. L'un existe déjà à l'université Harvard, dans le Massachusetts, un autre en Pennsylvanie, et un 3e au Nevada. Nous les exploiterons tous pour observer ce qui se passe. Le projet Galiléo inclut aussi une branche dédiée à la récupération de matériaux provenant de météores interstellaires. Ce sont des objets qui entrent en collision avec la Terre à une vitesse indiquant qu'ils viennent de l'extérieur du système solaire. Un tel cas a été signalé en 2014 par les satellites du gouvernement américain, et les données figurent dans un catalogue de la NASA. Nous avons organisé une expédition dans l'océan Pacifique pour récupérer ces matériaux. Nous avons examiné ceux que nous avons collectés et découvert une composition chimique inhabituelle pour environ 10% des gouttelettes fondues récupérées. Un documentaire Netflix retracera cette expédition et les recherches du projet Galiléo à ce sujet, et sortira début 2026, ce qui permettra au grand public de s'enthousiasmer à nouveau pour une science fondée sur des preuves. Enfin, l'une de nos pistes de recherche les plus récentes consiste à accéder aux données du Rubin Observatory pour chercher des objets interstellaires potentiellement d'origine technologique. Au total, nous visons à détecter toute preuve éventuelle de des artefacts extraterrestres à proximité de la Terre qui pourraient nous en apprendre davantage sur un voisin cosmique. C'est un peu comme dénicher une balle de tennis provenant d'un autre voisin dans notre jardin. C'est amusant et tout, jusqu'à ce que la balle vous frappe de plein fouet. Alors, docteur Lo, merci d'avoir participé à notre émission aujourd'hui, et tout le monde devrait jeter un œil aux ouvrages de Dr. Lo, disponibles un peu partout.
Des concepts interstellaires et extraterrestres passionnants, et une réflexion à garder en tête sans doute. Docteur Lo, vous rendez-vous compte que vous étiez notre tout premier invité il y a de nombreuses années? 8 ans à peu près, je crois. Eh bien, cela témoigne de votre esprit ouvert, et vous avez accompli un boulot formidable en vulgarisant la science. Vraiment, vous savez, on m'a posé la question lors d'un podcast il y a quelques mois. Comment souhaitez-vous être commémoré? Et j'ai répondu en fonction de mes travaux futurs, car le meilleur reste à venir. Pour ma part, je n'aspire pas à être immortalisé personnellement. Ce que je voudrais voir perdurer, ce sont les entretiens que je mène. J'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas plus d'interviews d'Einstein. Vous savez, elles sont si rares, même si on peut les dénicher sur YouTube de nos jours. Mon objectif, c'est de consigner, de documenter les esprits brillants de ce monde, au-delà de l'ordinaire, et comprenez que c'est crucial pour une autre raison. Avec une abondance d'entretiens, on pourrait théoriquement entraîner un système d'IA sur cette base de données, si bien que, même après la disparition de la personne, on disposerait d'un avatar approximatif capable de répondre aux interrogations futures, en s'inspirant de sa manière de penser, d'agir et de raisonner. Voilà à quoi ressemblera l'avenir. C'est la réalité qui nous attend. Espérons donc que cet entretien sera intégré à un système d'IA bien après ma mort, et qu'il existera en ligne une représentation de moi à qui l'on pourra s'adresser, même quand je ne serai plus là. Croisons les doigts pour que ce soit fidèle et qu'il n'ait pas ses propres intentions pour déformer les infos. Merci beaucoup, Docteur Love. Ravi d'être des vôtres. Event Horizon et ma chaîne sont désormais accessibles en podcast sur Apple Podcast, Spotify et les adhésions YouTube. Des épisodes sans pub en avant-première, des contenus bonus et des trucs axés sur le sommeil. Inscrivez-vous dès à présent en cliquant sur les liens ci-dessous vers votre plateforme préférée. Chaleur. 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 Applaudissements. Musique, chaleur. Musique, chaleur. Chaleur. Musique.